Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast J'ai fini au mental. À travers ce podcast, j'ai la volonté de vous faire découvrir la préparation mentale de façon décalée, en vous partageant l'expérience de sportifs et de personnalités influentes du sport francophone. J'espère que ce podcast sera pour vous tous une grande source d'inspiration pour vous dépasser dans votre activité sportive. Afin de vous immerger au plus proche de mes invités, chaque épisode est enregistré en activité. Idéalement, je vous invite à l'écouter pendant vos entraînements afin de vous plonger au cœur de l'expertise et des conseils des athlètes. Alors je vous laisse vous équiper, ajuster votre casque et c'est parti pour une heure d'entraînement physique et mental. Aujourd'hui, je reçois Alexandre Bouquet, cofondateur de la plateforme de planification d'entraînement Nolio. J'ai fini au mental, le podcast. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de J'ai fini au mental, le podcast. Aujourd'hui, je suis en footing sur les berges de l'Isère à Grenoble avec le cofondateur de Nolio. Nolio, la nouvelle plateforme d'entraînement française. Et je vais le laisser se présenter et il vous présentera par la suite la plateforme et sa petite anecdote fini au mental. Ouais, salut Marc, merci pour l'invitation. Merci à toi d'avoir accepté. On commence au pire moment avec la rafale de vent. Mais, ouais, c'est vrai que là on a un petit vent de face. Alors même s'il fait beau, on est un peu dans le dur là. Ouais. Du coup, moi c'est Alexandre Bouquet. Donc j'ai cofondé la plateforme Nolio il y a un peu plus de 3 ans. D'accord. Donc moi j'ai 25 ans, j'ai fait des études d'informatique et je fais du sport depuis que je suis tout petit. D'abord du foot comme pas mal de jeunes. Ah, le fameux foot, hein, il nous prend pas mal d'athlètes ce sport. Quand on arrive à l'athlé, souvent on se fout de nous parce qu'on a fait du foot pendant des années. Mais au final, moi je me rends compte que les footeux, parce qu'ils font beaucoup de fractionnés dans leur entraînement, sont pas si mauvais que ça en course à pied. Hein. Ils font mal sur les courses. Ouais, moi j'aurais dû avoir le déclic avant parce que j'étais le seul athlète qui était content un peu de faire des tours de terrain. Quand les coachs, on faisait l'équipe faisait un peu des boulettes ou autre, notre punition c'était les tours de terrain. Déjà ça en dit long sur... Ouais, quand les punitions tu les aimes bien, c'est qu'en général t'es pas au bon endroit. Ouais, c'est ça. Et donc je suis fini par... j'ai un ami d'enfance qui m'a ramené dans l'athlé à 17 ans. Et là j'ai vraiment découvert ce sport, un vrai esprit d'équipe alors que c'est un sport individuel. Oui, paradoxalement, effectivement, beaucoup de gens disent, moi, quand je suis arrivé en club d'athlé, j'ai découvert une cohésion que j'avais pas trouvée ailleurs. Quoi. Mais moi, la cohésion, au foot, il y avait vraiment une camaraderie jusqu'à un certain âge. Et à partir de 14-15 ans, c'était assez toxique. Tu loupais une passe, tu te faisais insulter. Enfin, j'espère bien que c'est pas partout pareil, mais c'était j'ai vraiment, quand je suis arrivé là, j'ai vraiment... un esprit d'équipe, c'est peut-être parce que nos objectifs sont chacun individuels, donc il y a moins de pression collective, je sais pas. C'est ça, mais, sans doute. Ouais. Et voilà, donc je suis arrivé et puis du coup, moi je voulais faire du demi-fond, puis on m'a dit tu feras du 400 mètres. Donc j'ai pas trop compris, mais ouais, j'ai fait une saison de 400 mètres, puis progressivement je suis monté 800 mètres, 1500, les crosses. Et voilà, et maintenant je fais plus du fond que du demi-fond. Ok, sur quel type de distance fond? T'es plus sur du semi? Ouais, je suis vraiment monté de manière assez caricaturale, 400, puis après 800 et puis après 1500, après du steeple, du cross. L'année encore la même saison du 10 km et puis maintenant je me mets un peu plus au triathlon et au trail. Tout simplement par manque de temps. Parce que, alors pas pour le triathlon, mais pour le trail, ça permet quand même de se faire plaisir avec moins de temps. La piste, si on n'a pas un minimum d'investissement sur des créneaux, etc., c'est dur de se faire plaisir sur un 3000 mètres si on n'est pas un minimum entraîné, alors que sur du trail, même un peu sous-entraîné, il y a moyen de profiter. Ouais, en général, quand la caisse est là, on arrive à se faire plaisir assez facilement. Quoi. Ouais, alors que sur un 3000, si on n'a pas fait les entraînements spécifiques, c'est un peu un chemin de croix pendant tout le long. Quoi. Donc voilà, j'ai rencontré mon ami et puis maintenant qui est associé François, qui a cofondé la plateforme avec moi en école d'informatique, en école d'ingénieur. Ok, donc vous êtes tous les deux informaticiens? C'est ça, donc c'est ça, vraiment études d'informatique, école d'ingénieur, l'ENSIMAG, pour ceux qui connaissent à Grenoble.
Et en fait, on a commencé la plateforme pendant nos... Honnêtement, parce qu'on s'embêtait un peu en cours et qu'on cherchait à avoir un peu un projet qui avait du sens, qui mettait un peu nos compétences qu'on avait avec notre passion qui était le sport. Ouais. François, lui, vient du haut niveau en ski de fond. Et voilà, on voyait... on s'est dit, en fait, on vient de deux sports quand même assez différents. On a tous les deux des fichiers Excel, on a tous les deux des montres connectées. On doit tous les deux retaper nos données dans notre fichier Excel. Le fameux copier-coller de la plateforme de la montre vers le fichier Excel pour le coach. Voilà, c'est ça. Ce qui prend plus de temps parfois que l'entraînement en lui-même. Je me rappelle faire mes 10 x 300, regarder mes laps qui étaient dans ma montre, et puis faire ma moyenne avec ma somme sur Excel pour faire ma moyenne de mes 300. Puis à un moment, je me suis dit, mais attends, les données, elles sont dans la montre, en fait, à un moment, on devrait pouvoir le calculer automatiquement, quoi. Puis après, François, en fait, lui, un jour, il m'a parlé, c'est même lui qui avait eu l'idée, qui lui trottait en tête. Puis quand il m'a dit ça, j'ai eu le déclic, j'ai dit, mais oui, je ne l'avais pas encore réalisé, mais en fait, moi aussi, c'était quelque chose qui me trottait en tête. D'autant plus que vous aviez les connaissances dans le milieu du sport, les connaissances en informatique, en fait, vous étiez les bonnes personnes au bon endroit, quoi. Voilà, ça, c'était vraiment de la chance, quoi. Puis on a vraiment commencé par passion. Vraiment en cours, à s'amuser, à commencer à faire à bricoler, à récupérer les données de Strava, à commencer à sonder des coachs, des athlètes pour leur demander qu'est-ce qu'ils penseraient d'une plateforme, etc. Et de fil en aiguille, on a commencé comme ça. Mais vraiment, c'était vraiment un projet de pure passion, de pur loisir, quoi. Et puis petit à petit, ça a pris forme, mais voilà, on n'a pas du tout commencé en se disant on va créer une super plateforme. Ok, donc ce qu'est Nolio aujourd'hui, c'était pas l'intention de départ. Non, parce qu'en fait au départ, il n'y avait pas vraiment de... Enfin, il y avait une intention qui était... il y a un problème. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas quelque chose de mieux pour gérer les données d'entraînement avec mon coach. Mais on était peut-être un peu naïfs, mais tu vois, on s'est jamais dit... Du coup, la réponse, c'est une plateforme. On a dit, bon, on va commencer à bricoler dans notre coin. On va voir ce que ça donne sur nous, on va voir ce que ça donne sur des coachs. Puis après, on a découvert des concurrents, on a découvert d'autres plateformes, on a découvert plein de choses. On a discuté avec des coachs qui nous ont vraiment, littéralement appris la vie sur pas mal de choses. Et puis un jour, on a eu un coach qui nous a dit, ok, c'est cool votre projet, mais combien je paye ? Et là, il y a vraiment eu un déclic du... Ok, on peut monétiser notre truc et c'est intéressant, quoi. Ok, en fait, il y a peut-être quelque chose... avant, on n'avait jamais intégré le fait que ça soit peut-être un jour une entreprise, quoi. Pour nous, c'était vraiment un projet, un hobby. Et puis, ouais, ce jour-là, on a fait... Ok, c'est notre passion. Il y a quelqu'un, on lui a jamais demandé de payer, mais il nous demande combien ça coûte. Il y a peut-être... là, on s'est mis à cogiter un petit peu, quoi. Ouais, quand la demande vient directement du futur client... en disant bah oui, moi je vois de la valeur dans ce que vous faites et je vais vous rémunérer pour ça, ça met en confiance, quoi. On se dit là, tout ce que je fais ça a un sens et il faut que je continue dans cette voie, quoi. Ouais, c'est ça. Après, je le conseillerais pas forcément parce que commencer par créer quelque chose pour ensuite au dernier moment se demander si on peut le monétiser. Enfin, si on était parti en se disant Nolio ça va être un projet ou une entreprise ou quelque chose qu'on va en vivre, on serait pas parti comme ça. Mais au final, c'est plus une chance parce que l'ordre des choses fait que du coup, tu te mets pas la pression tout de suite, tu raisonnes pas de manière économique tout de suite. Et donc, en fait, on raisonne un peu plaisir, un peu passion, quoi. Tu raisonnes passion et au final, naturellement, ça t'emmène vers des choses qui sont positives. Mais c'est vrai qu'on s'est pas dit, ah tiens, on va faire une étude de marché, ensuite on va voir combien on pourrait leur vendre et ensuite on va le développer, quoi. Ouais. Ce qui est objectivement le plus logique et le plus rationnel. Le plus logique, et ça évite potentiellement, on aurait passé 6 mois de notre vie à faire quelque chose qui sert à rien. Mais vu que c'était notre hobby, notre loisir, voilà, on se disait pas en perdre notre temps, quoi. Ouais. Nous, on progressait aussi techniquement à développer, parce que développer, c'est aussi voilà, notre loisir, notre passion à la base. Donc au final, c'était pour nous assez logique. Et puis après, assez naturellement, on a fini nos études et en fait on a pu créer l'entreprise dans la foulée, parce qu'on a eu la chance en fait de finir quand on a fini notre école. Ça fait déjà 1 an
qu'on avait lancé, enfin plus ou moins la plateforme. D'accord, qu'elle était fonctionnelle quoi. Voilà, c'est ça, on n'avait pas aussi bien qu'aujourd'hui, mais quand on la regarde aujourd'hui, on se dit comment j'ai fait pour vendre comment ça. j'ai pu lancer ça comme Comment ça. j'ai pu lancer ça. Mais bon, c'est souvent comme ça. Ouais. Puis il faut pas avoir peur de se lancer même si c'est pas parfait. Non, hein. bah si tu attends que ce soit parfait, c'est jamais parfait. Je sais plus si c'est je crois le fondateur de LinkedIn qui disait si vraiment tu trouves ta plateforme correcte quand tu la lances, c'est que c'est trop tard quoi. Ouais. Donc, je suis assez d'accord avec ça. Nous on l'a pas fait, on l'a pas fait volontairement, mais c'est vrai que on a toujours fait par itération, très vite faire des petites versions, demander aux coachs, demander aux athlètes. On a eu la chance d'avoir on a un réseau de coachs et un réseau d'athlètes qu'on connaît, qui nous ont aidés, qui nous ont soutenus au début. Puis après, il a fallu sortir du coup de ce cadre-là, parce que bien sûr, s'il y a uniquement tes amis et ton réseau qui utilisent et qui achètent ta plateforme, il y a peut-être un souci aussi, quoi. Donc ça, c'était un petit peu la base du projet. Et puis après, on est parti. Ce qui a vraiment, entre guillemets, acté le projet, c'est qu'on est parti, on avait notre Erasmus la dernière année d'école d'ingénieur. Et on est parti en Suède et avec François, on est parti au même endroit. Et on avait une maison en fait, on avait loué, puis on trouvait plus d'appartement, on avait loué une maison un petit peu à l'extérieur dans la campagne suédoise. Et c'était vraiment un peu l'ermitage, il n'y avait pas grand chose d'autre à faire. Du sport et de la... Très vite il y a eu changement d'heure, il faisait nuit à 15h. Bon bah on s'est mis dans un rythme d'ermite à bosser et à vraiment développer la plateforme. Donc voilà, c'est une suite de petites chances, de petites choses qui ont fait que à la fin on est arrivé à un point où on s'est dit ok, il faut qu'on tente l'aventure en sortie d'école. Si en sortie d'école d'ingénieur on n'a pas de famille entre guillemets à charge, si on se lance pas maintenant, on se lancera jamais quoi. Bah, écoute, je vais te dire, je suis vraiment pas étonné par la genèse de Nolio, parce que pour être moi-même utilisateur, je trouve que cette passion, elle se ressent dans votre communication. Je vous suis beaucoup sur les réseaux, je suis utilisateur, ça se sent dans l'utilisation du logiciel, ça se sent dans votre communication. On sent que vous êtes des passionnés et voilà, pour quelqu'un comme moi qui est sportif, ça fait plaisir en fait, ça donne envie de l'utiliser, ça donne envie de vous suivre. Et vraiment, c'est super agréable de voir ce genre d'entreprise en France. T'en parlais tout à l'heure, il y a d'autres plateformes, des plateformes américaines, d'autres pays qui sont assez avancés. Mais en France, moi personnellement, je trouve qu'il y avait un grand vide et je suis heureux de vous voir le combler. Ah mais ça, c'était une chance aussi, c'est de ne pas connaître ces plateformes-là avant de se lancer. Puisque probablement, si on les avait connues, ça nous aurait influencé d'une manière ou d'une autre. Et on les a découverts assez tardivement, en tout cas les grosses usines américaines, grosses plateformes utilisées. Et d'ailleurs, le jour où on a découvert ça, on était un petit peu dépité parce qu'on s'est dit... Ah, il y a toujours le phénomène de comparaison. Putain, ils ont 10 ans d'avance quoi. Ouais. Et donc, si on l'avait découvert le jour le J1, peut-être que ça nous aurait tellement démoralisé on se serait dit, attends, on va faire autre chose. Mais ça n'a pas été le cas et au final c'était une chance parce qu'on a pu apporter notre vision et je pense effectivement qu'il y avait quelque chose à apporter sur la scène française et j'espère qu'on l'amènera plus loin que ça, mais aujourd'hui c'est déjà la scène francophone, ouais. Mais ça reste un petit marché par rapport à la taille du marché anglophone. C'est un des objectifs de Nolio, ça, à moyen, long terme, d'aller chercher du business à l'international, d'aller concurrencer les plateformes américaines. C'est pas quelque chose qu'on a acté au début, mais c'est vrai que l'appétit vient en mangeant. Et donc petit à petit, quand on a des coachs français qui utilisent des concurrents américains, qui changent sur notre plateforme, ils trouvent que c'est mieux, il y a des choses en plus, etc. Forcément, on a une petite voix dans la tête qui nous dit ok, il y a peut-être quelque chose à faire. Après, nous, la volonté, ça reste de créer la meilleure plateforme pour les coachs et les athlètes. Donc on va continuer à aller dans ce sens-là. Si on peut se développer aux États-Unis, sur les marchés anglophones, on le fera et ce sera avec plaisir. Mais voilà, pour le moment, vous privilégiez la qualité, l'expérience utilisateur
plutôt que ce côté, voilà, je veux grandir voilà, sans trop savoir pour quelle raison, quoi. Objectivement, aujourd'hui, on commence à avoir une version anglaise, on pourrait déjà aller de manière plus ou moins agressive à aller des marchés aux US, etc. Bon, d'une part, c'est un marché qu'on ne connaît pas forcément très bien, mais en plus, on a encore beaucoup de choses à... Nous, on est vraiment centré sur la plateforme, donc on veut vraiment que ça soit vraiment super, toutes les fonctionnalités, qu'il n'y ait pas de bugs, etc. Ce que tu disais sur le support, pour nous, c'est naturel. Dès qu'on entend un coach ou un athlète galérer, ça nous fait mal au cœur, et donc on essaye d'y répondre le plus vite possible. Même des fois, ça nous joue des tours, parce qu'on y va le week-end, on y va tout le temps. Ah oui, ça c'est le fameux tic de l'entrepreneur qui est parfois même peut-être un peu trop dans son entreprise et du coup qui a du mal à la scinder à ses autres domaines de vie, sa vie personnelle, sa vie sportive. Ouais, c'est ça. Nous, j'ai entendu un coach qui m'envoie un message et qu'il a un bug un jour, un dimanche. Si je vois que c'est un bug qui l'empêche de travailler, j'arrête pas de cogiter. Je me dis attends, mais il utilise le logiciel, il peut pas travailler, c'est son métier. Et du coup, soit on va résoudre le problème tout de suite, soit on se plie en quatre pour trouver une solution. Mais voilà, on se dit pas, du coup t'attends lundi 9h, on reprend le service. Ça, c'est pas quelque chose qu'on sait faire aujourd'hui. Et voilà, je pense que ça se ressent aussi. Pour nous, il faudra bien qu'on lève le frein un petit peu un jour pour peut-être notre santé et notre vie perso. Mais c'est vrai que naturellement, nous, dès qu'on voit quelqu'un qui a un souci, ça nous fait mal au cœur. On peut pas dormir sereinement si on sait qu'il y a ne serait-ce qu'une ou deux personnes qui ont des gros soucis avec la plateforme et qui ne peuvent pas l'utiliser ou ne peuvent pas travailler, parce que pour les coachs, ça reste un outil de travail. Outil de travail, bien sûr. C'est leur métier, quoi. Donc, Et tu me disais tout à l'heure que tu avais des coachs qui utilisaient d'autres plateformes, des plateformes américaines, et qui ont switché, qui sont allés sur Nolio. D'un point de vue purement logiciel, votre force, votre plus-value, pour toi, si tu devais me citer quelques trucs sur la plateforme qui font la différence, ce serait quoi? On s'en s'est rendu compte assez tardivement, mais au final, c'est vraiment la chose la plus forte, c'est le côté personnalisation. C'est-à-dire que beaucoup de coachs utilisent encore aujourd'hui des fichiers Excel ou du papier ou autre. Parce qu'ils n'arrivent pas à trouver quelque chose de sur mesure, en fait. Voilà, et l'Excel on s'est rendu compte, on a mis du temps, vraiment du temps à s'en rendre compte, mais en fait, c'est tout simplement parce que Excel, on a beau dire tout ce qu'on veut, mais c'est le truc le plus personnalisable au monde. Excel, c'est ultra modulable. Et donc, c'est chronophage, mais ultra modulable. Voilà. Et donc nous, après, très vite, en fait, on s'est rendu compte que le challenge, c'était de faire un outil qui s'adapte à l'entraîneur et pas l'inverse. Les grosses plateformes américaines, même certaines françaises, ce qu'elles font souvent, en fait, c'est que c'est des projets portés par des coachs, des kinés, qui sont très bien et qui ont identifié souvent le même problème que nous, mais ils se disent, moi j'ai ma vision de l'entraînement, je trouve qu'elle est juste, qu'elle est bien, et donc je vais faire une plateforme avec ma vision de l'entraînement. Comme ça, tous les coachs vont pouvoir en bénéficier. Et effectivement, il y a un certain nombre de coachs qui en bénéficient. Sauf que le problème, c'est que les coachs, du coup, qui ne sont pas dans leur même modèle, parce qu'au final, chaque coach a plus ou moins sa méthode de travailler, ses raisons, son historique, qui fait qu'il préfère telle ou telle méthode, et il va plus ou moins adhérer. Nous, on s'est dit, non, en fait, ce qu'il faut faire, c'est... Alors, ça reste une plateforme, on ne peut pas le faire à 100%, c'est qu'ils puissent vraiment se dire, moi, je bosse comme ça, comment je fais pour bosser comme ça sur Nolio? Ouais. Et c'est à nous de trouver les moyens pour qu'ils puissent bosser comme ils le souhaitent. Et du coup, dans certains développements, ça nous fait perdre un petit peu de temps, parce que forcément, si on met par exemple l'exemple des zones d'entraînement, c'est une nouveauté, une mise à jour qu'on a fait récemment. Oui, dernièrement, j'ai vu qu'il y avait une grosse mise à jour, là, il y a une semaine, qui vous a demandé énormément de travail. Voilà, et on a ramé sur cette mise à jour depuis presque plus d'un an. Alors, elle a été mise en pause, ça fait pas un an qu'on bosse dessus. Mais pourquoi? Tout simplement parce que à chaque fois, on se disait, mais là, c'est pas assez personnalisable, il faut qu'ils puissent mettre leur formule, il faut qu'il puisse y avoir les zones par sport, il faut qu'ils puissent... Même des fois, on allait trop loin, mais au final, on a perdu du temps, mais on aurait pu avoir un système de zones en disant, les zones d'allure, là, c'est comme ça, les zones cardio, c'est comme ça, le modèle de triathlon, c'est comme ça. On aurait gagné peut-être 6 mois, mais au final, le coach qui arrive et qui sort de ce modèle-là, il est obligé de s'adapter. Tu lui dis, non, tu fais autrement. Donc, c'est un peu ce qui nous caractérise, et c'est vrai qu'on perd du temps souvent, mais après, c'est pour, entre guillemets, en gagner sur le long terme. Et voilà, c'est ça. Et puis après, de l'autre côté, qui est pas
toutes les plateformes maintenant essayent de mettre ça en avant. Mais c'est le côté simplicité de prise en main, que ça soit pas une usine à gaz. Des fois c'est un peu paradoxal parce que presque les deux s'opposent. Beaucoup de personnalisation, des fois ça veut dire beaucoup de paramétrage. Ouais, mais ça c'est quelque chose qui finalement est pour le coach, mais qui pour l'utilisateur est assez transparent. Enfin moi pour être utilisateur Nolio, quand je me connecte sur mon profil, enfin pour moi c'est super simple. Je fais ma séance, la séance part directement de ma montre connectée, arrive sur Nolio, je rajoute un petit commentaire, niveau de difficulté c'était ça, comment je me sens c'est ça, et toutes les infos partent vers mon coach. Et moi, en tout cas personnellement, je ne ressens pas. Non, c'est exactement ça. C'est vraiment surtout le côté, vu que nos clients, nous, c'est vraiment les entraîneurs, les pros, les clubs. C'est vraiment le coach. Et donc après, on essaye de mettre en place des bases qu'on sait qui vont convenir le plus possible en fonction des sports, triathlon, cyclisme, etc. Mais par contre, le coach peut toujours rentrer dans les détails et tout repersonnaliser. Et donc des fois, il prend un petit peu de temps. Nous, on a un support qui est très réactif, donc on est là aussi pour l'aider, pour le guider. Il nous dit, moi, je bosse comme ça. Nous, on sait comment la plateforme fonctionne. On lui dit, OK, il faut que tu paramètres ça comme ça. OK, aujourd'hui, on ne peut pas le faire avec Nolio, mais du coup, nous, ça nous fait cogiter. Et on réfléchit pour une nouvelle mise à jour. Et c'est vraiment comme ça depuis le début, on fait des ping-pong avec les coachs, les athlètes. Oui, c'est ça, j'allais y venir. J'ai vu sur votre plateforme qu'il y avait beaucoup de... En fait, vous questionnez énormément vos utilisateurs, vos coachs, en leur demandant quelles sont les améliorations que vous souhaiteriez voir chez Nolio, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va moins bien. C'est dans l'état d'esprit de l'entreprise, c'est parce que la plateforme est encore jeune, ou vraiment c'est quelque chose que vous voulez garder, cette interaction avec vos utilisateurs? En fait, nous, c'est naturel parce qu'on n'est pas déjà... C'est presque un des gros avantages qu'on a, c'est qu'on n'est pas entraîneur. Donc on s'intéresse beaucoup à l'entraînement, on est des passionnés d'entraînement depuis longtemps. Mais on n'est pas entraîneur et donc on n'a pas... Vous n'êtes pas formaté. On n'est pas formaté, on n'a pas notre vision précise de l'entraînement. On connaît les modèles qui existent. Et donc en fait, depuis le début, on s'est dit, mais en fait, c'est les coachs qui vont utiliser notre plateforme. Nous, on n'est pas coach, on n'est pas légitime à dire il faut travailler comme ça. Donc, on va aller les voir, ils vont nous dire comment ils bossent, on va en interroger plein. Et on s'est rendu compte que il y a vraiment autant de coachs, autant de méthodes de travail que de coachs. Et donc, on s'est dit, Puis après, pareil avec les utilisateurs, ne serait-ce que d'être deux. Moi, des fois, je voulais faire au début une fonctionnalité comme ça. François, il me disait, non, moi, je préfère visuellement comme ça. Là, tout de suite, on se dit, il y aura forcément des François, il y aura forcément des Alexandre dans le lot. Donc, il faut qu'on puisse faire des options. Donc, après, le gros challenge pour nous, c'est l'arbitrage entre des options partout pour que tout soit personnalisable et quelque chose de simple, d'utilisable. Et on essaie toujours de garder en tête que... de trouver un équilibre, en fait, entre fonctionnalité et... OK. Et je pense aujourd'hui, c'est ça vraiment qui nous différencie le plus des autres plateformes, parce qu'il y a d'autres plateformes qui sont très bien. Mais c'est vrai qu'on est... Je sais pas si on est les seuls, mais en tout cas, c'est assez rare d'avoir une plateforme où c'est autant, entre guillemets, communautaire. Et puis, c'est vrai que pour nous, c'est vraiment très enrichissant. On découvre des nouvelles idées tous les jours. Et puis, du coup, on a mis aussi un système de vote. Qui permet non seulement de suggérer une fonctionnalité, mais la communauté peut voter. Et ça aide énormément à faire le tri. Et nous, comme ça, on peut prioriser. On voit en haut de la liste 700 votes pour le système de zone qui était très demandé. La connexion avec Zwift, on fait OK, c'est simple, hein. On va prendre la communauté, entre guillemets, a raison. On va prendre les fonctionnalités dans l'ordre et on va les faire, quoi. Et oui, et ça change un peu des autres plateformes où finalement sur les autres plateformes, la communauté sert plus un peu à comparer ses données, à comparer ses performances. Et là, on est plus dans un partage qui va servir à améliorer la plateforme et à créer quelque chose qui va aider tout le monde à progresser, qui va tirer tout le monde vers le haut, en fait. C'est vrai que nous, on n'a pas du tout de côté social. Des fois, des athlètes qui nous demandent un petit peu c'est quoi la différence avec Strava. En fait, on a à peu près les mêmes outils sur la charge d'entraînement, sur le suivi des statistiques que Strava. On va aussi plus loin. Mais nous, on n'a pas du tout de côté social. On ne met pas sa séance sur Nolio pour avoir des coups d'os. On la met soit pour soi-même, soit pour son coach. Et du coup, c'est pas du tout la même démarche. C'est vraiment le carnet d'entraînement en ligne, quoi. Ouais,
C'est de pouvoir se suivre dans le temps, voir comment je me suis amélioré, comparer des chiffres, mais se comparer à ses propres performances, pas se comparer aux autres. Voilà, c'est ça. Moi, j'adore Strava. J'aime bien aussi me comparer aux autres, etc. Mais c'est vrai que des fois, on se fait avoir, quoi. Là, je sais qu'il y a un segment sur le chemin, je suis en récup. D'ailleurs, il y a un segment sur notre chemin, parce qu'on peut essayer de le mettre à l'antenne. Je fais 3 minutes à bloc, je suis content de moi, je souris de manière un peu bête à rentrer en entraînement, mais je sais que mon coach, il va me dire qu'est-ce que tu fous, quoi. J'en discute souvent avec un ami strasbourgeois avec qui je m'entraîne. Quentin, d'ailleurs, je le salue. Et on rigole là-dessus en se disant, bah voilà, il y a des séances en endurance fondamentale où il faut respecter une allure, il faut respecter un certain cardio. Et puis il y a un segment, et d'un seul coup, on va se flinguer à courir à 3,15 au kilomètre. Et puis on est tout content d'avoir battu le segment, mais on a flingué notre entraînement. Voilà, quoi. moi, j'adore ce côté-là. J'adore ce travail, j'ador voir ce que font mes amis, j'adore les segments en vélo, en course à pied. Mais c'est vrai qu'objectivement, pour l'entraînement, il peut y avoir des dérives. Si j'ai vomi sur ma séance lactique, est-ce que je vais le mettre sur Strava? Je suis pas sûr. Alors que sur Nolio, l'idée c'est de le mettre et d'être complètement transparent avec son coach, quoi. Le but de Nolio, c'est vraiment de faire un carnet d'entraînement le plus précis possible. C'est pour soi, pour le coach, mais c'est pas pour tout le monde, quoi. Non, c'est ça, c'est vraiment dans un objectif d'entraînement. Et c'est vrai que voilà, des fois, il y a des thèmes de séance sur Strava, ça correspond très bien. Mais des fois, il vaut mieux pas mettre Strava du tout et voilà, juste faire sa séance. Des fois, je cours sans montre et après, je peux le rajouter manuellement sur Nolio. On peut le faire aussi sur Strava, mais l'idée de Strava, c'est quand même de montrer aux autres ce qu'on a fait. Alors que là, sur Nolio, c'est vraiment juste montrer à son coach. Ou alors, si on n'a pas de coach, juste pour soi-même. Pour soi-même et voir sa progression. Pour voir sa progression, quoi. Okay. Donc, c'est pas là. Il y a forcément des parties en commun. Mais c'est vraiment pas du tout la même démarche, quoi. Ok. Et tu me disais que toi, t'es coureur, il y a notre cofondateur qui faisait du ski de fond. Nolio, ça s'adresse à quel type de sport? Est-ce qu'on est plus sur du sport d'endurance? Est-ce que on peut créer des séances de renforcement musculaire? Est-ce que une personne qui pratique un sport d'équipe s'y retrouvera dans Nolio? Quel type d'utilisateur de sport vous visez? C'est vrai que naturellement, vu qu'on est issu de sports d'endurance, la plateforme est un petit peu conçue pour ça. Mais c'est vrai que dès le début, on vient quand même de deux sports assez différents, le ski de fond et l'athlétisme. On a quand même très vite nos vues qui sont confrontées et donc très vite, on s'est dit il faut que la plateforme elle soit le plus multisport possible. Alors, on s'est quand même dit multisport, sport individuel. Les sports collectifs, c'est encore difficile à toucher. Il y a le côté gestion d'équipe, tactique, etc. qui est des choses qu'on adressera peut-être un jour, mais qui n'était pas le Pour le moment, c'est pas votre cœur business. Donc, par contre, tous les sports individuels, alors bien sûr, on a des outils qui sont plus avancés pour les sports d'endurance, en vélo avec les capteurs de puissance, en course à pied, en trail, en natation. Mais voilà, nous, c'est aussi une fierté d'avoir des sports entre guillemets qui n'ont rien à voir, qui utilisent la plateforme. On commence à avoir des clubs d'escrime, de squash, on a la fédération suisse de canoë-kayak, de course d'orientation, enfin pas suisse, de Belgique, de course d'orientation. Donc c'est vrai que nous on essaye d'avoir vraiment une base commune de l'entraînement qui fait qu'on peut vraiment l'utiliser dans tous les sports. Et bien sûr là où il y a le plus de choses, c'est en triathlon, c'est en course à pied. Mais même les sports collectifs, on commence à en avoir. Sur tout ce qui est renforcement musculaire, la partie, le foncier en fait. Et en fait, à un certain niveau dans un sport collectif, il y a toujours du suivi individuel. Oui. Donc en fait, surtout ce côté suivi, prépa physique du sportif de sport collectif, en fait, on commence à avoir du tennis, du volleyball, du handball, de clubs ou de centres de formation qui suivent leurs jeunes, pas pour les séances collectives, mais vraiment pour la prépa physique de chacune des personnes, quoi. Et c'est vrai que le côté renforcement musculaire, musculation, c'est un côté qui est développé aujourd'hui chez Nolio, mais pas encore assez. Et donc là, on a des développements en cours. On a notamment un alternant qui travaille à 100% là-dessus pour avoir vraiment un module de PPG, musculation. Parce que déjà, c'est utilisé dans tous les sports. Puis même dans les sports d'endurance, ça devient de plus en plus la norme. Oui, parce que ça manque énormément. C'est de plus en plus démocratisé. Et on va aller avec l'essor du crossfit, l'essor de la PPG dans le trail, avec des structures comme la clinique du coureur qui
qui mettent vachement en avant le courir moins, mais courir mieux. Plutôt que de faire de 150 bornes par semaine, tu ferais mieux d'en faire 80. Et avec de la qualité. Et peut-être deux séances de prépa physique dans la semaine et tu verras qu'en fait, tu vas progresser plus. Donc voilà, après, c'est des visions, mais c'est vrai qu'il y a quand même un peu une tendance où dans ces sports d'endurance-là, tendance de fond qui fait que les sports, le côté prépa physique prend de plus en plus de place. D'importance, ouais. Après, sur le côté outils de salle de musculation, c'est vrai qu'il y a tellement de plateformes et tellement d'applications sur ce segment-là que nous, on va forcément le toucher un petit peu avec notre module, mais ça reste pas notre cœur. Là, votre avantage, c'est de tout centraliser finalement. Voilà, et de ne pas avoir à s'éparpiller sur plusieurs plateformes. C'est aussi un des points, mais que d'autres plateformes font aussi, bien sûr. Mais le côté centralisation est quand même assez apprécié des coureurs et des coachs. J'ai tout au même endroit, quoi. Mon athlète, il a Asunto, mon autre athlète, il a Polar, mon autre athlète, il a Coros, mon autre athlète, il a Garmin. Bon, en fait, moi, je m'en fous. Sur la plateforme, j'ai les données, elles sont à plat, je les vois de la même manière. Ok. Ça, justement, c'est une question que j'allais te poser parce que je pense qu'il y a des auditeurs là qui nous écoutent et qui se disent moi, je cours sur telle marque. Est-ce que finalement, mes données pourraient partir de ma montre et aller directement sur Nolio? Est-ce que ça va me poser problème? Concrètement, aujourd'hui, tous les grands fabricants, on va dire les 4 majeurs, le transfert peut être fait entre la montre et votre plateforme. Ouais, nous on supporte quasiment tout aujourd'hui, il nous en manque quelques-uns. En fait, on supporte déjà tout parce qu'on supporte Strava. Et eux, Strava, pour le coup, supporte vraiment tout. D'accord, donc en fait, si ça ne marche pas sur sa montre, l'athlète peut se dire, ok, j'ai mon compte Strava et je fais le lien entre Nolio et Strava. Et du coup, c'est complètement transparent pour lui. C'est ça. Mais du coup, via Strava, on a vraiment tout. Et puis sinon, en direct, on a vraiment la plupart des marques aujourd'hui. Et on travaille tous les jours pour en avoir le plus possible. Et plus on grossit, plus c'est facile d'aller négocier avec les grosses marques. Parce que c'est vrai qu'il y a certaines marques qui ont ce qu'on appelle des API, donc des moyens d'envoyer les données ou de récupérer les données, qui sont plus ou moins publics. Donc c'est facile. Mais il y a d'autres marques, c'est complètement fermé. Il faut aller négocier avec eux pour avoir un accès. Et donc quand c'est des grosses structures américaines, il faut aller argumenter pourquoi c'est intéressant pour eux. Il faut commencer à être un peu crédible, parce que si c'est pour la plateforme du mec du coin qui a 100 personnes, le gros concurrent, il va pas passer une seconde pour te mettre quelque chose en place. C'est ce qui est légitime, ce qui est logique. Hein. Donc plus on grossit, plus on a des arguments après pour aller chercher des plus gros connecteurs. Et c'est aussi la partie internationale. Il y a certaines marques, si on leur dit nous on n'est que francophone et on restera que sur le marché francophone, ils vont se dire ok, pour moi c'est 5% de mon business. Je m'en fous, quoi. Ok, nickel. Écoute, pour conclure un peu avec Nolio et passer sur la suite du podcast, je vais te poser une petite question que j'aime bien poser aux personnes que j'interviewe et qui sont entrepreneurs. Si je devais te demander la vision que tu as de Nolio dans 3 ans, donc à moyen terme, et dans 10 ans à long terme, tu me répondrais quoi? Du coup, la première partie, donc il y a 3 ans, on a encore entre guillemets une feuille de route, une roadmap assez claire sur ce qu'on veut faire. Donc on est encore beaucoup centré sur les fonctionnalités qui nous... Ouais, donc on est sur de l'ajout de fonctionnalités qu'on a en tête, qui sont vraiment des choses en plus, qui sont beaucoup demandées. On peut parler de l'envoi des séances sur les montres automatiquement, c'est-à-dire le coach fait la séance sur Nolio, 3 fois 10 minutes, récup 2. La séance, pouf, je synchronise mon Garmin, en fait elle est déjà dedans et elle vit toute seule. Donc c'est pas une révolution, il y a déjà d'autres plateformes qui le font. Mais voilà, c'est un besoin qui est de plus en plus récurrent. Ça fait gagner du temps. Ça fait gagner du temps avec les home trainers connectés, l'essor des home trainers connectés. C'est pareil, la séance elle est déjà structurée, elle est déjà pilotée. Donc après moi je suis toujours un peu partagé là-dessus en tant qu'utilisateur parce que je trouve qu'on est de plus en plus assisté. Ouais. C'est vrai que le fait, moi je vois, et on le travaille d'ailleurs en préparation mentale, le fait en fait de créer sa séance sur sa plateforme, sur sa montre, en fait quelque part on est déjà dans la visualisation, on se projette sur la séance et voilà, ça permet déjà d'appréhender la séance
plutôt que d'arriver sur le bord de la piste et d'appuyer sur la montre et de découvrir sa séance en même temps que la montre bip. Voilà, bah, complètement. Après, il y a aussi l'autre côté. Il y en a qui sont meilleurs là-dedans, qui préfèrent tout découvrir au dernier moment. Au moins avant, ils n'ont pas psychoté. Il n'y a pas d'appréhension. Il n'y a pas d'appréhension. Ça fait pas 5 jours que je me dis que c'est la séance horrible. Donc voilà, après nous, de toute façon, en tant que plateforme, là-dessus, il y a un vrai besoin qui est remonté par les utilisateurs. Oui. Donc c'est quelque chose après, à l'utilisateur de voir s'il l'utilise ou s'il ne l'utilise pas. Pareil, à son coach de lui dire cette séance, tu peux la faire en assisté, cette séance, essaye de... Puis peut-être que de créer sa séance à la main, c'est pas la meilleure manière de la visualiser non plus. Peut-être que voilà, cette partie-là, elle est chiante, elle est automatisée par la plateforme. Et en fait, les visualiser, j'ai le graphique de la séance et je me mets devant 3 minutes et je me retiens les temps. Et puis je me dis, ok, là, à tel moment, là, je vais relâcher, etc. Donc ça, c'est une grosse fonctionnalité. Après, il y en a d'autres, mais elles sont moins majeures. Mais à 3 ans, clairement, c'est d'être vraiment un outil robuste, d'avoir aussi notre module de prépa physique qui est prêt et de vraiment d'être leader sur le marché francophone et vraiment de commencer à être visible sur le marché anglo-saxon parce que c'est là où il est le plus compétitif. Et après, à 10 ans, voilà, c'est vraiment d'être vraiment un acteur majeur des plateformes. Il va y avoir plein d'opportunités parce qu'il y a de plus en plus de sources de données. Alors pareil, je ne suis pas pour le 100% des données à outrance, mais voilà, il y a des choses qui se développent, des capteurs de glucose, des capteurs de lactate, des capteurs de puissance en course à pied, etc. On en parlait tout à l'heure en off, joindre les données de sommeil, les données cardiaques comme les tests HRV, les joindre à nos entraînements, ça donne des courbes qui sont assez intéressantes pour comprendre notre évolution. Voilà, donc l'idée, il y a de plus en plus de données, on fait déjà des parties, un peu de HRV, un peu de sommeil sur nos lieux, etc. L'idée, voilà, c'est d'après d'avoir vraiment tout sur une plateforme et qui ait du sens. Parce que maintenant, on a des données un peu de partout, mais plus de données, ça ne veut pas dire, des fois, ça apporte juste plus de confusion et pas plus de clarté. Et des fois, pour certains athlètes, je pense qu'il faudrait mieux retourner à la montre Casio à 5 € plutôt que d'avoir des données dans tous les sens et se dire, oula, j'ai fait mon footing à 2 kills trop rapide, oh là là, j'ai loupé ma séance. Alors qu'en fait non, donc voilà, mais après donc l'idée dans 10 ans c'est vraiment d'être le leader dans les plateformes de sport d'endurance et d'avoir vraiment ce côté la plateforme de référence pour les coachs et pour les athlètes dans les sports d'endurance en intégrant toutes les données, toutes les fonctionnalités qu'on a citées et puis il y en aura très probablement un grand nombre d'autres. Avec les nouvelles technologies, avec l'évolution des besoins. Je pense qu'il y a plein de trucs qu'on n'imagine même pas qui un jour vont arriver. Mais après, il y a quand même une base qui est quand même assez simple et toujours aussi rester bon dans cette base-là, quoi. C'est ça. C'est ce que, alors on fait souvent la comparaison entre une plateforme et une montre. Souvent on se pose la question, on se dit ok, quelle montre je vais acheter, quelles sont les données dont j'ai besoin. Sur une plateforme c'est un peu la même chose et en fait quand on réfléchit bien, je prends mon exemple personnel, moi sur ma montre j'ai pas besoin de 10 000 trucs, j'ai besoin de mon allure et de mon rythme cardiaque grosso modo, mais par contre j'ai besoin d'avoir des données fiables et de pouvoir exploiter ces données. Ouais, c'est exactement pareil. Moi, pour la petite anecdote, j'ai la Forerunner 935 qui a 4-5 ans coûtait 500 ou 600 €. J'utilise 5% de la montre, j'utilise l'allure. Tout ce qui est fréquence cardiaque, optique, je m'en sers pas. Les notifications avec le téléphone, je m'en sers pas. La seule raison pour laquelle je l'ai pris, c'est parce qu'elle a un baromètre et que j'aime bien pour les sorties en montagne d'avoir une altitude un peu plus précise. Et il n'y a que dans les montres haut de gamme où il y a un baromètre et l'altitude n'est pas uniquement faite avec le GPS. Ouais. Et donc je l'ai acheté juste pour ça. Et au final, il y a plein de fonctionnalités, je les vois, je me dis ok c'est cool, mais en fait, moi ça me sert à rien. Je vais pas m'en servir parce qu'elles sont là, quoi. C'est un peu dommage, même moi je me fais avoir. Tu découvres une fonctionnalité, tu te dis ah ouais c'est cool, elle est là, tu t'en sers. Mais tu te poses jamais la question pourquoi je m'en sers en fait. Oui c'est ça, t'as pas l'analyse et des fois, de la donnée. Des fois tu te sens con, quoi. J'ai déjà dit ça des fois à mon coach, qui me dit ouais c'est cool mais ça te sert à quoi. Et là je sais pas répondre en fait. Et là tu te dis ouais ok, des fois faut savoir rester à l'essentiel. Et après voilà, il y a une certaine base qui est essentielle. Et après les données, c'est évident qu'il y a des choses qu'on peut en sortir des choses hyper intéressantes en vélo. Voilà, on le voit avec les capteurs puissance.
On commence à le voir dans Un course à pied aussi, avec les capteurs de puissance en course à pied. À haut niveau, c'est pas encore très démocratisé. Donc je suis curieux de voir si vraiment des athlètes élites s'y mettent. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, j'ai même pas d'athlètes élites, même en triathlon ou en course à pied, d'athlètes qui s'en servent. Tu vois, il y a le groupe de Vincent Louis avec donc le groupe international de Joël, le coach c'est Joël Filiol, oui. Voilà, qui explique que leur slogan c'est un peu keep it simple et tout ce qui est donné en trop justement, voilà, c'est pas quelque chose qui les intéresse, quoi. Ça c'est quelque chose dont je me rends compte, c'est souvent en fait plus on rentre dans le milieu professionnel, plus l'entraînement en fait quelque part assez paradoxalement est simple. Et en fait, souvent, les amateurs cherchent à complexifier l'entraînement, à ajouter des données, à ajouter des choses, alors que les professionnels, en fait, ciblent vraiment, enfin, voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec la clinique du coureur, c'est la qualité plutôt que la quantité, quoi. Ouais, complètement. Et donc, c'est vrai que je pense que c'est aussi important à garder en tête. Si le pro et le Vincent Louis qui fait 35 heures d'entraînement, qui, je l'espère, fera un podium olympique. Ah, on croise les doigts. Moi, je la veux sa médaille à Tokyo. Voilà, c'est dommage. L'année dernière, il était dans la forme de sa vie. Ouais, il était chaud bouillant, j'étais dégoûté. C'est le Covid qui lui a volé sa médaille olympique. J'espère qu'il l'aura cette année. On croise les doigts. Il n'a pas toujours été très chanceux au JO. Non, malheureusement, ouais. Mais ouais, c'est vrai qu'il faut aussi regarder un petit peu de ce côté-là et se dire, bon, voilà, les données, c'est bien. Si ça me permet de me motiver, si ça me permet de garder la forme, de me fixer des objectifs, etc. Très bien, il faut le prendre, mais il faut toujours essayer de garder ce bon côté-là et pas un petit peu le côté trop de se perdre dedans, quoi. Ouais. Donc, ok, en tout cas, moi, je m'y retrouve bien dans cette philosophie avec Nolio. Ça me convient parfaitement pour mes entraînements et je vous remercie pour tout le travail que vous faites sur cette plateforme. Je te remercie également pour cette présentation. Je mettrai les liens dans le podcast vers le site Nolio et vraiment j'invite les auditeurs et les coachs qui nous écoutent à aller jeter un petit coup d'œil. Voilà, on peut l'essayer, commencer à rentrer des données, voir un peu l'évolution de ces courbes et voir si on apprécie en fait l'expérience utilisateur. Moi j'ai tout de suite été conquis et je pense que c'est une plateforme qui gagnerait à être plus connue et je suis persuadé que très vite, elle va devenir un élément majeur du coaching en France. Découvrons ensemble une nouvelle expérience Finio Mental. Écoute Alexandre, tu connais le principe du podcast. J'ai fini au mental. On va passer à la deuxième partie du podcast où tu vas raconter à nos utilisateurs une anecdote sportive finie au mental. Je te laisse la parole. Ouais, du coup, une anecdote, je vais prendre la seule compétition de triathlon que j'ai fait de ma vie et quasiment la seule compétition que j'ai pu faire l'année dernière avec le Covid. Déjà, j'ai pu en faire une, je m'estime chanceux. Donc déjà pour la petite histoire, avec François, mon associé, donc nous déjà à la base on ne fait pas de triathlon, je ne vais pas dire on ne sait pas nager, mais on sait nager, mais pas pour faire du triathlon. Okay. Et donc il y a un de ses amis qui lui a posé le challenge du coup de faire Embrun, le triathlon d'Embrun le 15 août. Qui n'est pas l'un des plus faciles. Qui n'est pas l'un des plus faciles. Et donc donc ça c'était l'automne du coup 2019, avant que le Covid. Donc un an avant. Voilà, plus ou moins 9 mois avant. Ouais. Et donc bien sûr moi il m'a dit est-ce que ça t'intéresse? Sans réfléchir, j'ai dit oui. Et donc voilà, nous voilà embarqués. Premier jour de l'inscription, début janvier ou fin décembre. On s'inscrit comme ça, pas moyen de s'échapper. On est inscrit, on se prépare. Bon, les prépas, jusqu'à mars, on fait pas grand chose. Après, il y a le confinement. Du coup, on s'entraîne pas trop non plus. Puis à la sortie du confinement, on se dit bon, ok, il nous reste en gros 4 mois pour être chaud, quoi. Pour faire notre premier triathlon. On nage pas très bien. Moi, je viens de la course à pied, je suis pas mal. François, il est plus fort que moi en vélo.
Mais bon, on n'est pas hyper serein. Et donc on se dit, bon ok, on va prendre un coach et on va s'entraîner. On a toujours eu des coachs, mais c'est vrai que depuis qu'on est sorti du contexte un petit peu d'entraînement en club à une certaine intensité, on n'a plus d'entraîneur. Et donc moi je prends un coach privé c'est assez marrant, qui a été un coach que j'ai démarché pour Nolio. D'accord. Et je suis devenu moi-même à mon tour client de ta propre plateforme. de ce propre coach qui utilise ma plateforme. Excellent. Alors satisfait de ta plateforme? Ouais, voilà. Et du coup, j'ai testé vraiment Nolio avec un coach sur Nolio, même si bien sûr je connaissais par cœur Nolio, mais je ne l'avais pas vécu. Et donc voilà, on prépare, grosse prépa pour un athlète comme moi qui faisait beaucoup de courses à pied, des grosses semaines avec beaucoup de vélo, 15, 20, une semaine à 24 heures, je crois. Bon, ça reste pas énorme pour des triathlètes bien entraînés, mais pour moi, ça faisait déjà beaucoup. Et donc voilà, on se prépare. On a du mal un petit peu à jongler avec Nolio, parce que quand on fait une grosse sortie de 5 heures de vélo, là, et on se dit l'après-midi, c'est bon, je bosse, je me lève à 6 heures, je pars, puis l'après-midi, j'ai mon après-midi pour bosser. Ah, mais en fait, on est cuit, quoi. Ça marche pas comme ça. L'après-midi, on est complètement claqué. Et donc voilà, au final, on a plus mis l'accent sur la prépa, du coup sur Nolio, ça a avancé pas autant qu'on aimerait, mais bon, on se dit ok, on joue le jeu pour l'entraînement. Arrive le dernier mois, on voit que l'entraînement commence à peser, et puis là il commence à y avoir des doutes. C'est là où le Covid commençait à revenir, il commençait à y avoir des annulations, et là 2 semaines ou 3 semaines peut-être un peu plus, à 1 mois, je sais plus, à 3 semaines, Embrun est annulé. Et donc là, grosse démotivation. Ah ouais, quand on a fait 4 mois d'entraînement au taquet, qu'est-ce que je vais faire? On se dit, j'ai plus envie, on hésite à rien faire du tout. Puis on arrive quand même à se remotiver, on trouve le Vercors-Man, qui est un triathlon juste à côté, dans le Vercors, qui était 15 jours plus tard, le 30 août. Et donc on se dit, ok, ça fera pas mal. Ce qui est dommage pour la petite anecdote, c'est que Embrun allait être notre premier triathlon. Ouais, c'est-à-dire que commencer par Embrun. Commencer par Embrun, après c'est bon, t'es tranquille, quoi. On disait en rigolant, c'est vraiment débile, mais c'est vraiment génial, quoi. Et donc au final, on commence par un truc pas beaucoup plus facile qui est le Vercors-Man, voilà, qui arrive à avoir lieu. Et du coup, en fait, je vais pas dire les pires conditions possibles, mais il a fait beau tout l'été. Et fin août, ça fait une semaine, la météo baisse, il fait pas beaucoup de degrés, il pleut en masse. Donc c'est en altitude le Vercors-Man? Alors le vélo passe en altitude, mais le départ est à Saint-Nazaire, et donc d'accord, qui est pas trop en altitude, mais qui est quand même dans une vallée un petit peu enclavée, qui est pas très chaude, on va se le dire. Et du coup il a beaucoup plu, et donc l'eau du coin qui est à 16 degrés, mesurée à 16 degrés la veille. Donc nous pas super à l'aise dans l'eau, pas super résistance au froid, on n'est pas hyper serein. Ouais, et puis on grille des calories quand c'est froid, comme et ça. Puis la météo, le matin, au rendez-vous, grand mauvais temps, grande pluie. Nous, pour notre premier triathlon, on n'était pas... Et du coup, le moral sur le départ, quand tu t'es entraîné, qu'il faisait beau et tout? Le moral était là, on s'est quand même dit, bon, là ça fait 4-5 mois qu'on se prépare, on est là, il fait pas beau, on s'en fout, on y va. Bon, les compétitions, on en a quand même fait pas mal. Sur le moment, on arrive à bien se motiver, quoi. Donc voilà, on se chauffe. C'est vrai que l'ambiance d'un triathlon au début, c'est assez... Ouais, c'est super boostant. C'est assez boostant, quoi. Par vague, c'est assez impressionnant. Le départ, j'avais mis mon bonnet après avoir mis mon masque. Donc moi je pars et j'arrive pas à enlever mon masque qui est coincé sous mon bonnet. Et donc déjà je galère et je l'arrache, je me fais mal à l'oreille dès le début avant de me jeter dans l'eau pas chaude. Bon, je me dis tant pis. Le début, on fait premier tour dans l'eau à 16 degrés. Bon, j'arrive péniblement moi je nage vraiment pas vite, mais bon, j'arrive à garder un rythme assez correct. Puis deuxième tour, je sens l'étau, le froid qui commence à crisper tous les muscles. Moi j'arrive pas à nager de manière à me dépenser beaucoup. Enfin, surtout pour un triathlon, c'est-à-dire que l'énergie, je me dis que je vais dépenser pour aller plus vite, elle me sert à rien tellement je suis pas efficace. Ok, donc tu te dis vaut mieux que je me préserve, que j'aille lentement sur la natation, voilà, et que j'envoie sur le vélo et sur la course à pied. Sauf que du coup je me refroidis, parce que du coup je suis pas dans un effort très, très intense. Et donc je sors de l'eau complètement congelé. Il y a eu, on était 350 au départ, je crois qu'il y a eu 50 abandons sur la natte. Et donc je sors congelé, mes parents ils me voient
tremblé, j'ai jamais tremblé autant. Je fais ma transition. La transition la plus lente de tout, je crois, de tout le plateau. Quelque chose comme 10 minutes, un truc scandaleux. Je mets mes affaires, déjà première erreur, donc c'était mon triathlon, on met ses affaires en bas de son vélo. Et moi, naïf, je les mets dans un sac, les sacs de pointe là, pour l'athlé, donc un petit les petits sacs en en plastique. pointe. Ouais. Sauf qu'au final, il pleuvait, c'est pas protégé, donc ce sac avait pris l'eau. Ah, donc les chaussures étaient trempées. Je sors de l'eau, chaussures trempées, ma veste, mon kawaii trempé, mes gants trempés. Bon, du coup, je me change, trempé, j'ai glacé, je me remets un truc trempé. Je me dis bon. Et puis je me souvenais que le départ était en montée. Donc je me réconforte avec ça et du coup j'arrive péniblement à faire la transition et je pars quasiment à fond. En te disant ça va me réchauffer quoi. Pas pour faire le mariole mais vraiment pour me réchauffer quoi. Et donc je pars, je commence à me réchauffer tout doucement. Et puis je n'avais pas vu François et je me dis François il est encore plus mauvais nageur que moi donc il doit être derrière moi. Je sais qu'en vélo il est plus fort donc tu te dis il va me rattraper. Il va finir par me rattraper. Donc je fais un vélo bien rapide, comme je peux. Bon après on a terriblement froid dans les descentes, même dans les montées, il y a du brouillard, etc. C'est assez chaotique. Et dans la dernière montée, effectivement, qui je vois qui allume tout le monde, je vois François qui me double et j'essaye de l'accrocher, mais je vois qu'il est trop fort et donc je m'accroche, mais voilà, j'arrive pas à le tenir. Et voilà, le vélo était vraiment donc c'était 130 km avec 3000 de D+. Et c'est vrai que heureusement qu'on pouvait se réchauffer sur certaines parties, mais c'était vraiment dans la tête pour le froid quoi. C'était pas dans l'effort, du coup des fois on se met vraiment mal dans l'effort, mais là c'était vraiment dans la résistance, dans les conditions, le froid quoi, vraiment le froid, d'être complètement... Les descentes en vélo, quand on est glacé, qu'on part en haut, qu'on est glacé, on finit en bas, on est complètement tétanisé. Bon, au final, il y a une petite éclaircie quand on arrive dans le parc à vélo. Donc voilà, les conditions pour la course à pied semblent, même plus que correctes, très bonnes. Donc voilà, transition, bon, j'ai pas très bien mangé, j'ai dépensé pas mal d'énergie, même si au final l'effort que j'ai fourni n'est pas énorme. Si je regarde mon capteur de puissance, mais au final il n'est pas du tout représentatif. Puis je pars et puis je sais que François est devant moi et je sais que je suis meilleur coureur que François. Donc mon objectif tout de suite, c'est de le rattraper. Et en plus, souvent, je ne connais pas très bien le triathlon, mais là souvent quand même c'est des tours. Donc là il y avait 3 ou 4 tours et j'avais des amis et nos copines qui étaient sur le parcours et du coup elles voyaient un peu le mano à mano et nous donnaient les écarts à 2 ou 3 endroits sur le parcours quoi. Et donc je pars, je commence à déployer un peu ma foulée, je vois que je suis bien, je suis rapide, je double du monde. Et puis je mange mon gel, puis petit à petit je sens que mon estomac ça va pas, je ralentis. Et du coup je dois m'arrêter une première fois pour aller aux toilettes tout simplement. Et puis du coup après je repars et ça va bien. Et du coup je repars comme en 40 et là je me remets à doubler. Et puis du coup mes amis et ceux qui étaient là, ils regardaient aussi les temps de passage en ligne et ils comprenaient pas. Parce qu'il y avait des portions où je reprenais, j'avais 2 minutes de retard, je reprenais 1 minute et puis je la reperdais. Et en fait, parce que je ne savais pas que je faisais des pauses, j'avais pas le choix. Et au final, j'ai fait ça un tour. Le deuxième tour, pareil, je le rattrape, je commence à être vraiment bien, pareil. Mon estomac qui me reprend, je dois m'arrêter. Et le troisième tour, je le vois, j'étais pas très loin, je le croise en plus, parce qu'on peut se croiser. Oui, parce qu'on se croise, forcément. Et pareil, je me dis, là, cette fois-ci, si tu t'arrêtes pas, tu le reprends. Et pareil, je dois me re-arrêter. Et après, je finis. Et au final, je finis en sprint, mais il me manquait 2 minutes, je crois, 1 minute 30. Au final, l'écart, il l'a maintenu parce que j'allais plus vite, mais je m'arrêtais tout le temps. Et c'est vrai que c'était vraiment, au final, après, tout dans la tête. Et je sais pas si c'est le froid, les conditions qui ont fait que l'alimentation qui ont braqué mon bide, mais c'est vrai que du coup c'était vraiment beaucoup d'aller-retour dans la tête et donc ça fait pour moi qui est quelqu'un qui vient un peu quand même du cours de la piste, c'est un premier effort long qui a duré un peu moins de 8 heures et c'est vrai que du coup à la fin on se sent vraiment vidé, mais quand même vu les conditions
Assez fier d'avoir terminé. Voilà, Quoi. assez fier d'avoir terminé pour un premier. On se dit, bon, il y a beaucoup de choses qui auraient pu aller mieux, mais j'aurais pu ne pas finir comme un certain nombre. Je suis allé au bout, j'ai pas abandonné, j'ai rien lâché. Et c'est vrai que ça, après, on est assez fiers. Puis du coup, de finir à 2 places et à 2 minutes de François, c'était assez magique aussi de voir qu'on a quasiment le même niveau avec des points forts, des points faibles. Et que sur une épreuve aussi longue que ça, de finir à 2 minutes, quoi. Ouais, c'est assez incroyable pour les deux compères, quoi. Et du coup, alors, cette anecdote, c'est marrant parce que pour les auditeurs qui écoutent régulièrement le podcast, elle va leur rappeler un certain triathlon, l'Ironman de Nice, où une des personnes que j'ai interviewées a vécu les mêmes problèmes. Sur les efforts longs et intenses comme ça, l'alimentation, c'est vraiment quelque chose qui souvent joue des tours, malheureusement, parce que sur les entraînements, on ne pousse pas aussi loin l'effort. Et voilà, donc forcément... Ouais, mais je pense en plus objectivement, il y a le froid qui a été aggravant. Mais déjà, quand j'avais essayé de faire des enchaînements un petit peu longs, même à l'entraînement de vélo course à pied, parce que forcément l'entraîneur il le fait quand même un petit peu travailler, même si c'est jamais autant jamais aussi long, c'est aussi long dans une course. J'avais déjà eu un petit peu des signes de problèmes gastriques, jamais à ce point-là, mais j'avais pas trouvé de solution, quoi. Et je m'étais dit bon bah voilà, ça passe ou ça casse. Ça passe ou ça casse. Et au final bon j'ai pas manqué. Et c'est vrai que ça je pense que c'est un peu le gros truc. Peut-être que si je m'étais entraîné 2 fois moins, mais que j'avais travaillé à fond sur ce truc-là. Au final, tu aurais gagné du temps. Peut-être qu'en fait, j'aurais fait plus rapidement ce triathlon-là. Mais bon, voilà, c'est des problèmes qui sont un peu moins tangibles. Donc en tout cas, ouais, ça m'a bien fait prendre conscience sur le long. Même si j'avais déjà travaillé, l'alimentation que je mangeais, j'ai rien testé de nouveau. Je prenais des gels, j'avais déjà mangé, des barres que j'ai déjà mangées. Et voilà, ça n'empêche pas qu'on se fait avoir. Ouais. On se fait avoir et donc il faut vraiment... Et sur des efforts longs comme ça, c'est vraiment le truc le plus, entre guillemets, frustrant parce qu'on sait son niveau potentiel. Ouais, puis surtout que là, tu le disais, tu avais la caisse. Et à chaque fois, tu voulais accélérer, la machine répond. Quand je repartais à 3,35, 3,40, je doublais vraiment du monde. Je me rappelle, les gens, ils disaient « Oh, il a une belle foulée, machin ». Dans ta tête, tu te fais des films. Et puis quand tu t'arrêtes 200 mètres plus loin parce que t'as mal au bide, tu te dis « Je suis vraiment un couillon, quoi ». Ouais, justement, ça m'intéressait, j'allais te poser la question. Qu'est-ce que tu te dis dans ta tête à ces moments-là, là, quand tu sens que tu peux courir vite, que tu as la caisse, que tu as les jambes? Ouais, d'ailleurs, c'est peut-être une erreur, c'est peut-être pour ça que c'est revenu à chaque fois. C'est il me dit, là, ça y est, c'est bon, tu t'es vidé, tu repars, tu montes ton niveau, en course à pied. Alors que peut-être que tu aurais dû te ménager, alors maintenir une allure. Si j'avais maintenu un peu plus lent, j'aurais moins, parce que là, je repartais comme une flèche. Ça reste relatif à ce moment-là de la course et vu l'allure que j'avais, mais ouais, clairement, tu essayes de... Voilà, surtout que j'avais ce challenge-là de savoir que François était pas très loin, et donc je repartais. Et puis je croisais, en plus, quand je croisais mes collègues sur le parcours, du coup, ils m'encourageaient, donc j'allais 2 fois plus vite, je leur disais, je le rattrape, j'arrive. En tout cas, c'était, pour ceux qui hésitent, le Vercors-Man était vraiment une course super bien organisée. Voilà, malgré le contexte, super bien ficelé. Très, très beau parcours malgré les conditions. Et c'est vrai qu'ils ont vraiment réussi à faire quelque chose de... C'était la première édition, ça aussi qui était particulier, donc ils ont vraiment réussi à faire quelque chose de très bien et nous permettre voilà, quand même d'avoir une petite compétition dans l'année. Il n'y a pas tout le monde qui a eu la chance de mettre un dossard. Qui a eu cette chance. Donc ouais, on était quand même à la fin très... il y a forcément des choses où on se dit qu'on peut améliorer, mais quand même beaucoup de choses positives. Et ouais, ça t'a aidé, ça, de te dire au moment où vraiment, voilà, t'étais pas bien, et où tu te disais, finalement, la facilité serait peut-être de m'arrêter, d'abandonner. Ah, ça traverse l'esprit, ouais. C'est tout, je pense, pour tout le monde, hein. Même alors peut-être que ceux qui ont vraiment un mental d'acier, ça leur traverse même pas l'esprit. Après, faut que ça te traverse l'esprit, mais que jamais que ça soit une vraie possibilité. C'est ça, c'est juste que l'idée passe. Un peu comme en méditation, où on dit voilà. Méditer, ce n'est pas penser à rien, mais c'est laisser passer les idées. Là, l'abandon, c'est un peu ça. C'est oui, ça peut passer, faut pas se mentir, se dire non, j'en ai pas envie, non.
mais il ne faut pas que ça devienne une idée fixe pendant Voilà, la course. Quoi. si vraiment tu te dis là, au prochain instant, on l'abandonne ou quoi que ce soit. Non, là, je me disais, voilà, tu as froid, tu as tout ce que tu veux. Ton collègue, tu l'as pas vu sur le bord de la route, il l'a pas abandonné. Il y a des gens que tu doubles, ils vont 2 fois plus lentement que toi. Tu sais qu'ils vont mettre encore 2-3 heures de vélo, ils sont là, ils serrent les dents. Alors, mais pourquoi t'as pas abandonné? Ça fait 4 mois que tu te prépares, c'est la seule course de l'année. Si là t'abandonnes, bah, Ouais. après tu dis non, je peux pas. Même si forcément ton corps il dit d'arrêter, tu te dis non, c'est pas possible. Il y a pas mal de techniques comme ça quand on est dans ces moments un peu difficiles. Il y en a une notamment qui consiste à diviser l'épreuve. Et par exemple, toi, c'est des tours, à diviser le tour en 2 et à chaque fois atteindre cet objectif, le suivant, le suivant, le suivant. Toi, j'ai l'impression que finalement, l'objectif que tu t'étais fixé, c'était François qui était devant. Et c'est un peu lui aussi qui t'a aidé à terminer. Complètement, et je pense que lui c'était pareil dans l'autre sens, en vélo il devait se dire putain là je vais comme un cador et je vais finir par le bouffer parce que je sais que j'avance vite et il devait m'avoir en ligne de mire. Et au final ouais ça c'était vraiment quelque chose qui nous a tenu en course. Je sais pas si j'aurais abandonné sans lui, mais c'est clair qu'en tout cas c'était un facteur en plus. Tu viens à la course ensemble, tu sais que tu vas repartir ensemble. Tu sais qu'à la fin de la course, le mec il dit t'as fait quoi? Il dit ouais j'ai abandonné au kilomètre 40. Bref, si t'as une blessure, bien sûr, t'as pas le choix, tu vas pas te flinguer la santé, mais si c'est juste un problème de froid ou autre, bah t'essayes de tenir quoi. Et puis de limiter après, la casse quoi. Ouais, puis il y a aussi du coup j'avais pris un coach qui est William, et du coup voilà, quand on utilise Nolio, on a fait une belle prépa ensemble sur Nolio, etc. Et c'est Il a aussi l'envie de ne pas décevoir. Tu veux pas. Parce que lui, il a travaillé pour toi. Ton coach, bien sûr, tu le rémunères, mais bon, voilà, c'est normal. Mais c'est pas pour ça que le jour de la course, il attend aussi. Et tu te dis, attends, c'est pareil, mon coach, il me prépare depuis 4 mois. Si je me vois pas lui envoyer le message, j'ai abandonné. J'ai pas fini, j'ai eu froid, quoi. T'as beau le justifier comme tu veux, tu sais qu'il va se dire, il aurait probablement pu continuer. Et ça va, entre guillemets, l'attrister, quoi. Et c'est vrai que moi, c'est aussi pour ça que maintenant, j'ai toujours mon coach qui est William. Pas tout le temps, mais c'est que je me sentirais objectivement capable de faire quelque chose d'assez cohérent sur mon entraînement. Mais quand c'est moi qui me fais mes séances, je peux m'en vouloir qu'à moi-même et je me dis, c'est vraiment un petit trick pour le mental, mais quand c'est moi qui me le fais, je me dis, ah mais là, t'as une grosse journée, tu peux t'en vouloir qu'à toi-même. Oh bah c'est bon, la séance, c'est toi qui l'as prévue, tu la fais pas, qui c'est qui... C'est pas grave. Alors que quand c'est ton coach qui l'a fait... Là, il y a une personne que tu déçois. Ton coach, il l'a fait le plan. Pareil, il va falloir lui annoncer, décale-moi le plan. Là, j'ai pas fait tel entraînement parce que j'ai eu la flemme, parce que j'ai eu une grosse journée, etc. Ah, c'est pareil, il faut commencer à se justifier. Et moi, rien que pour ça, du coup, j'arrive à suivre un plan parfois à 100%. Juste... Bien sûr, je ne m'entraîne pas juste pour faire plaisir à mon coach, heureusement. Ouais, mais ça fait partie des éléments de motivation. Quand on manque un peu de motivation, c'est vraiment le petit truc qui fait qu'on ne va pas sauter la séance et on se dit, voilà, mon coach il m'a mis cette séance-là, c'est pas pour rien. Des fois, peut-être, quand t'es pas bien, tu lui envoies un message, tu dis, est-ce que tu essayes de négocier? Il dit non. Et du coup, voilà, t'y vas. Et c'est vrai que je pense que au-delà des compétences du coach et de la relation humaine, je pense qu'avec les coachs, il y a un vrai côté. Et c'est pour j'essaye de. Enfin, on essaie vraiment de conseiller le plus possible des coachs humains, entre guillemets, et pas des coachs automatiques. C'est vraiment ce côté-là. Bien sûr, il y a l'humain, ça fait des relations incroyables. Une relation avec son. Ah, c'est clair. Son entraîneur athlète, quoi. Quand tout se passe bien avec le coach, il y a toujours une relation. Enfin, je veux dire, si on ne le vit pas, on a du mal à l'expliquer. Et je comprends carrément ce que tu dis. Quand tu dis, en fait, le coach fait partie du projet. Parce que finalement, un triathlon, ça reste un grand projet. C'est sur 1 an, c'est beaucoup d'entraînement, beaucoup de sacrifices. Et quelque part, le coach le partage complètement avec nous. Et c'est quelqu'un qu'on n'a pas envie de décevoir. Ouais, je te rejoins complètement. Ah ouais, il est là dans les moments... Il est là dans les moments pas faciles, il est là dans les moments où tu fais des belles séances. C'est au final, quand on s'entraîne entre 10, 15, 20 heures par semaine, au final on passe du temps, entre guillemets, même si c'est à distance avec son coach. Et
Et c'est vrai que voilà, ça motive et puis c'est une personne de plus qu'on va rendre fière aussi quand on progresse. Donc c'est vrai que ouais, pour toutes ces raisons-là, pourtant même dans le même contexte, sans coach, je peux m'entraîner peut-être 2-3 fois moins bien qu'avec, juste pour ce petit côté. Ce petit côté, il est là, il regarde ce que je fais et j'ai envie de lui montrer que je suis capable de quoi. Et je crois que toi t'es un entraîneur aussi depuis plusieurs années et je pense que c'est aussi en partie pourquoi tu penses que c'est important. Bien sûr, il y a le côté, il va nous amener de nouvelles choses, il va nous faire progresser, il est plus compétent que nous. Mais il y a aussi ce côté tout simple de il est là quoi. Il est là, oui, il est là. Il est là et puis ses conseils, je les mets en application et je lui montre que je peux quoi. Ouais, c'est ok, bah écoute, c'est super intéressant et je trouve que ça rejoint bien la philosophie de Nolio qui rapproche un athlète d'un coach. Et en fait, finalement, quand on résume et quand on fait le lien avec ton expérience, finalement, la plateforme, c'est juste une passerelle qui permet à l'athlète et au coach de bien communiquer et de créer justement ce que tu dis là, ce petit effet motivant quoi. Aussi. Bien sûr, ouais, bah après voilà, Nolio c'est un outil. Aujourd'hui c'est une plateforme, c'est un site web, c'est une application mobile. Mais nous notre but ça n'a jamais été de créer un site web, de créer une application mobile. C'était vraiment de répondre à ce besoin. De créer une expérience humaine. Entraîneur athlète, de fluidifier ça. Et aujourd'hui ça passe par des outils comme des plateformes, comme des applications mobiles. Demain peut-être que ça sera d'autres choses, on commence à intégrer, tu vas peut-être tester, on a un bot Messenger qui permet je ne l'ai pas encore testé mais j'ai vu qui permet de débriefer les séances directement sans passer par Nolio, on répond aux questions sur la conversation avec le bot et ça remplit automatiquement Nolio. Voilà, bah ça reste un outil numérique mais voilà. Mais derrière ça crée de vraies relations humaines pour le coup, entre un athlète et un coach. Et on a des retours d'athlètes qui ont des coachs qui nous disent bah en fait sans ce petit truc là je faisais pas toujours mon commentaire au coach parce que j'avais la flemme et on a tous eu la flemme. Moi le premier j'ai pas rempli mon carnet d'entraînement. Ouais c'est mon gros défaut et si mon coach nous écoute je m'en excuse mais je suis assez déplorable sur mes retours de séance et pourtant je pourrais en écrire des pages sur mes ressentis pendant les séances. Mais c'est vrai que plus c'est facile, plus on a envie et d'ailleurs il faudrait vraiment que je m'installe ce bot Messenger. Ouais, bah moi c'est franchement même aujourd'hui sans ça ouais, je prendrais le temps de le faire mais des fois pas tout de suite aussi parce qu'il y a aussi un côté qui est important, c'est l'instantanéité. Voilà, c'est ce qu'il y a à dire parce que parfois on ressent des choses 10 minutes après l'entraînement, 20 minutes, alors on est à la maison, là on boit le petit thé et tout et c'est maintenant qu'il faut le faire. Ouais, parce que 2 heures plus tard, toute l'émotion est partie et on ne décrit plus les choses de la même façon quoi. Nous on le faisait, enfin du coup mon fichier Excel avant que tout ça existe, je le remplissais souvent une fois par semaine le dimanche. Ouais, mais là... Et va remplir tes sensations du mardi, le dimanche soir. Ah, et je peux dire que ça vaut être là. Des fois je me disais c'était la séance la plus dure du monde. Le dimanche, je rationalisais, je me disais, au final, j'étais pas bien, mes chronos, ils étaient bien. Ouais, je mets 7 sur 10, 6 sur 10. Tu me demandais à la fin de la séance, je te mettais 9, 10, peut-être même 11. Tellement t'étais dans le rouge. Tellement j'étais sur les genoux, quoi. Donc ça, c'est vraiment important. Et ouais, le cerveau, souvent, garde un petit peu enlève un peu la douleur, garde le côté positif. Ah ouais, c'était quand même une bonne séance. J'avais quand même fait des bons chronos, c'était avec les copains. Alors qu'en fait, on était juste à fond quoi. Ouais, c'est ça. On était dans le dur tout le long, on n'en pouvait plus. Plusieurs fois, il nous est passé par la tête de ralentir et on sait même pas comment on a fait pour tenir. Mais à la fin, on dit oh non, finalement ça allait. Et des fois, ouais, c'est aussi pour rebondir sur un peu le Strava. C'est un peu ça aussi le pépin de Strava, je trouve. C'est voilà, je fais une séance, je sais que j'ai souffert, mais un peu, je me mens à moi-même et je ne fais pas vraiment exprès. Je veux dire j'étais bien. Ouais. Je veux dire j'étais bien. Parce que les autres regardent. Les autres regardent, les autres voient mes chronos. Si je dis que j'étais à l'agonie sur ces chronos-là, alors ils vont se dire que je suis pas en forme. Alors en fait je dis que je suis bien, mais du coup, alors si c'est les autres qui regardent, entre guillemets, on s'en fout. Mais si mon coach il me suivait à Strava, il me dit que je suis bien, du coup, 2 jours plus tard, il va me mettre une séance plus dure. Ou en tout cas, me laisser la séance dure. Et au final, tu continues comme ça et c'est pas tenable. Donc c'est vrai que
Ah ouais, c'est toujours un petit peu... C'est aussi un peu le problème de l'entraînement en équipe. C'est que moi, j'ai eu un groupe d'entraînement à un moment qui était vraiment super, avec un gros niveau, mais ils avaient tous un peu un meilleur niveau que moi. Donc ce qui me poussait à me dépasser constamment. Donc ça, c'était super, je faisais des séances que je repasserai jamais. Par contre, vu que j'étais toujours un peu en sur-régime, en fait, ça m'a amené dans les... Il y avait un risque de blessure. Ça m'a amené dans les moments où alors, je me suis blessé, fracture de fatigue à la fin, mais même avant ça, tu arrives à un niveau qui est bien élevé, mais au final, tu n'arrives même pas à exploiter ton niveau que tu as amené parce qu'en fait, tu es un peu cramé de manière globale depuis 3 mois. Puis tu arrives en compète, tu as une charge d'entraînement qui fait que tu n'arrives même pas à exploiter tes performances. Voilà, c'est ça. Puis tu finis en course à pied, ce qu'on a beaucoup quand on fait beaucoup de bornes, bah, c'est fracture de fatigue, quoi, bam, un os qui craque, quoi. Donc voilà, j'ai eu ça, et puis au final, tu te dis, bah ok, j'ai fait des super séances, mais... Et après, d'un autre côté, s'entraîner tout seul tout le temps, bah, ouais, ça fait rêver personne non plus, quoi. Non, c'est monotone. C'est monotone. Donc voilà, c'était... Et quand on a exactement le même niveau, du coup, c'est très sain, mais c'est très rare d'avoir tous le même niveau, ou alors de vraiment choisir son groupe d'entraînement parfaitement. Moi, ça m'est jamais arrivé, ça. Arriver à trouver quelqu'un qui, ou vraiment dans les capacités, en endurance, en vitesse rap pure, où on se retrouve un peu dans les capacités, ça m'est jamais arrivé. Vraiment il y a des gens avec qui on était très proches, et puis voilà, on est très proches sur du 5, sur du 10, et puis je me rends compte que quand on va sur du semi, bah lui il a plus la caisse que moi, et voilà, on peut être très proche sur certaines distances, mais être proche sur tout... C'est plus souvent ça, de toute façon on n'est jamais... c'est rare d'avoir vraiment des profils identiques, quoi. Et donc du coup après si on s'entraîne, on fait toujours les mêmes entraînements, même avec une personne qui a presque le même niveau, bah des fois on va être en sur-régime, des fois... Et c'est vrai que ça c'est toujours... ça c'est pareil, c'est un arbitrage très compliqué à trouver entre la motivation, le dépassement et le surmenage lié à l'entraînement, parce qu'on a... Dans un groupe, on a vite fait de se monter la tête et de vouloir être le plus fort sur toutes les séances, de montrer qui c'est qui est en forme, alors que c'est une séance de récup. C'est ça. Ouais, qui c'est le patron sur une séance de récup, c'est pas vraiment utile, quoi. On les connaît tous, les rois de l'entraînement, et qui performent jamais. Et c'est vrai que c'est dommage, parce que c'est des personnes qui ont un vrai potentiel. Si tu es fort à l'entraînement, logiquement, ça veut dire fort en compète, quoi. Voilà, à un moment ou à un autre, tu sais que cette personne-là, elle peut être forte en compète. Il faut juste qu'elle ait un déclic ou qu'elle arrive à mieux s'affûter. Mais il y en a comme ça qui ont des potentiels énormes, qui font des performances très bonnes, mais jamais à la hauteur de leur niveau qu'ils ont à l'entraînement. Ouais. Et pour revenir un peu sur Vincent Louis, alors je suis pas expert, mais c'est un peu ce que j'ai ressenti suite à ces JO de Rio, où il montrait sa prépa. Il y a eu l'intérieur sport un petit peu avant. Ouais, qui était super intéressant. Qui était super, à pied d'œuvre. À pied d'œuvre, avec Vincent Louis. Et voilà, il expliquait que sur piste, il avait passé des séances incroyables, etc. Et je suis sûr que c'est vrai. Mais au final, il avait fait très peu de tri. Il avait fait l'impasse quasiment sur toute la saison. Il n'en avait fait que un ou deux. Il avait fait beaucoup de pistes. Et au final, il n'avait pas assez travaillé le spécifique. C'est même lui qui l'a dit. Et voilà, il a sauté. Alors voilà, il y a eu la chaleur, il le dit lui-même, coup de chaud, pas coup de chaud. De toute façon, c'est pas vraiment le sujet. Enfin, voilà, il disait de toute façon, c'est pas une excuse, quoi. Et on le voit, il n'y a pas eu les JO l'année dernière, mais il commençait sa saison et il faisait quasiment toutes les Coupes du Monde. Probablement parce qu'il s'est rendu compte aussi que pour être fort en tri, il faut faire du tri, quoi. Voilà, c'est se cacher toute l'année à l'entraînement et se dire je vais les massacrer le jour J. Ça marche peut-être des fois, mais je pense que c'est assez rare et il vaut mieux aller un peu se faire les dents sur des compètes pour un peu avoir cet état. Ouais, c'est quand même différent en compétition de ce qu'on peut faire à l'entraînement, quoi. Donc, et c'est peut-être aussi pour ça qu'il a changé de... Enfin, c'est même probablement pour ça. Hein. Il a changé de groupe après ça pour se retrouver dans un groupe plus vraiment de triathlon.
alors que lui, il avait du coup fait le choix de gérer un peu lui-même, d'avoir un entraîneur d'athlètes, qui était l'entraîneur de Maïdine Mekissi, qui est un très bon entraîneur d'athlètes. Mais voilà, il fallait intégrer le vélo dedans, la piscine dedans. Et ça reste un entraîneur d'athlètes, quoi. Donc, Eh ben écoute, merci beaucoup pour ce beau footing là, avec vue sur la Chartreuse, vue sur le massif de Belledonne. ouais, on a de la C'était chance, vraiment sympa. Ouais, il fait bon. il fait bon et puis franchement Grenoble c'est une ville que j'aime beaucoup. Donc ça me fait plaisir là, de partager un footing avec toi ici. Ça me fait plaisir de présenter à nos auditeurs Nolio. Comme je le disais tout à l'heure, il y aura le lien dans la présentation du podcast pour aller jeter un coup d'œil. Nolio, ils sont aussi présents sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur LinkedIn, peut-être. Ouais, LinkedIn et Facebook, c'est les trois réseaux. On est présent, un petit peu Twitter, mais on n'est pas très actif. Ok. Voilà, plaisir partagé pour ce beau footing. Merci pour cette opportunité de présenter Nolio et un petit peu notre histoire. Et puis voilà, j'espère que tu auras encore de super invités à interviewer pour la suite. Ok, on a de la chance. On a eu l'hélico, Ouais. on passe le long de l'hôpital de Grenoble. On a eu l'hélico à l'aller, on a l'hélico au retour pour conclure. Désolé pour le son. Je vous dis à très bientôt. Encore un grand merci Alexandre. Et puis rendez-vous au prochain épisode. Ciao ciao. Salut! Mais plus vite, voyons, fiston! Mais je suis à fond là! Plus de confusion et pas plus de clarté. Alors, notre spécialité, toujours d'après moi, ce serait d'être les spécialistes de la clarté dans la confusion. Vous me suivez ?